Donc là, je vais vous parler donc bien sûr des risques hydrométéorologiques en Méditerranée. Alors, la Méditerranée, c'est une région particulière. C'est en premier lieu une zone de transition entre le climat tempéré des latitudes moyennes et le climat plus chaud et sec de l'Afrique du Nord. C'est une région avec une mer semi-fermée, entourée de montagnes. Et aussi, on a un pourtour méditerranéen vulnérable avec des petits bassins versants et une urbanisation littorale importante. Ces caractéristiques géographiques et climatiques font qu'on a en Méditerranée une forte variabilité spatiale et temporelle des conditions climatiques, océaniques et hydrologiques. C'est une région qui est particulièrement soumise aux risques hydrométéorologiques, alors les pluies intenses et les crues rapides, mais aussi le manque d'eau, donc les sécheresses et le feu de forêt. Et puis on a aussi, lié aux montagnes, des vents locaux forts, comme en France le Mistral et la Tramontane, et qui peuvent amener aussi des phénomènes de submersion marine. Et c'est une des deux régions au monde les plus sensibles au changement climatique. On appelle ça un hotspot, c'est-à-dire qu'on a une réponse assez rapide au changement climatique en cours. Alors, le programme international IMEX, c'est un programme qui porte sur le cycle de l'eau en Méditerranée, et donc que je coordonne avec Philippe Drobinski de l'IPSL. Il a pour objectif de progresser dans la prévision et l'évolution avec le changement climatique des risques hydrométéorologiques. Et il a aussi également comme objectif de mieux connaître la vulnérabilité socio-économique et la capacité d'adaptation des populations méditerranéennes face aux risques hydrométéorologiques. Il est organisé autour de 5 thématiques. Donc d'abord 2 thématiques qui concernent plutôt la composante lente du cycle de l'eau, avec donc le cycle hydrologique continental, le bilan en eau de la mer Méditerranée, et puis 2 thématiques qui concernent plus les événements intenses, donc qui sont les pluies intenses et les crues rapides, et les échanges air-mer intenses qui sont associés, produits par les vents forts, en particulier donc les vents forts régionaux, et donc l'impact sur la circulation océanique en Méditerranée, en particulier la formation d'eau dense et de convection océanique. Et puis la 5e thématique porte sur la vulnérabilité et la capacité d'adaptation. Donc c'est un programme sur 10 ans qui a démarré officiellement en 2010 et comme l'a rappelé Yves, c'est une action du chantier national Mistral. C'est un programme interdisciplinaire. On a donc des scientifiques qui s'intéressent donc à la physique de l'océan, à l'atmosphère, à l'hydrologie continentale et également aux sciences humaines et sociales. Il y a près de 400 scientifiques d'une vingtaine de pays qui sont impliqués dans le programme et à ce jour, il y a un peu plus de 300 articles qui ont été publiés dans des revues scientifiques internationales. Donc, dans la première phase d'IMEX, on a eu plusieurs campagnes de mesures afin de documenter les événements intenses, les risques hydrométéorologiques que l'on rencontre en Méditerranée. Donc en particulier une grande campagne internationale qui a eu lieu de septembre à novembre 2012, dédiée aux pluies intenses et aux crues rapides, avec environ 200 instruments qui ont été déployés en France, en Italie et en Espagne. Alors aussi bien sur terre que sur mer ou encore dans les airs, avec plusieurs avions impliqués, en particulier les avions de l'UMS Saphir. Et la deuxième campagne de mesures a eu lieu à la fin de l'hiver 2013 et elle avait pour but de documenter l'impact du Mistral sur la circulation océanique dans le golfe du Lion.
à ces deux grandes campagnes de quelques mois, on a ajouté des campagnes régulières de mesures hydrologiques sur des bassins versants français, le Gard et l'Ardèche. Et ça, on a en fait commencé les mesures avec la première campagne de mesures à l'automne 2012, la SOPIN, et on a reconduit ces mesures jusque l'automne 2015. Ça nous a permis en fait de documenter un certain nombre d'événements de crues qui sont plus rares que les événements de pluie intense si on regarde d'une région bien particulière. Et puis, la troisième composante du dispositif d'observation de campagne de mesures a consisté à réaliser et consiste encore à réaliser des enquêtes hydrologiques et sociologiques après les événements majeurs de pluie intense et de crues rapides. Donc ça, on a eu des retours sur le terrain qui ont été faits pour plusieurs événements en France, en Italie et en Slovénie. En France en particulier, donc on a eu un retour sur l'événement de Draguignan en 2010, les nombreux épisodes de pluie sur les Cévennes à l'automne 2014, et puis encore récemment, en 2015, après l'événement d'octobre dans la région de Cannes. Alors, il y a des observations, mais aussi on a une forte composante de modélisation dans IMEX. Ces modèles servent à interpréter les observations. Ils nous servent à mieux comprendre les processus, utilisés en synergie avec les observations, et mieux comprendre aussi la variabilité climatique, en particulier la variabilité saisonnière et interannuelle des phénomènes. Les observations nous servent quant à elles, à valider ces modèles. On a aussi travaillé à mieux les intégrer dans les modèles et puis à améliorer la représentation des processus dans ces modèles. Alors en termes de modèles, on a une variété de modèles. Ce sont des modèles qui peuvent être utilisés pour la prévision numérique du temps, pour le climat régional, pour l'étude des processus, ou encore l'étude des impacts, quand on regarde l'impact de pluie intense, par exemple, sur les cours d'eau, avec des modèles des modèles hydrologiques pour simuler les crues ou les inondations, et aussi des modèles qui vont maintenant, par exemple, simuler les coupures de route ou le comportement des automobilistes. Alors maintenant, après cette présentation un peu générale d'IMEX, je vais me focaliser sur un des axes d'IMEX qui concernent les épisodes méditerranéens de pluie intense et crues rapides. Alors d'abord, qu'appelle-t-on épisode méditerranéen ? Alors ce sont des pluies intenses. Alors, quand on dit pluie intense, ça veut dire que derrière, il y a des orages impliqués, avec des intensités de pluie associées à ces orages qui sont typiquement de l'ordre de 20 mm en 6 minutes ou 100 mm en 1 heure pour les pluies intenses. Là, vous avez par exemple sur le cas d'octobre 2015 qui a touché la région de Cannes, 115 mm qui ont été observés en 1 heure. 115 mm, c'est 115 litres par mètre carré. La deuxième caractéristique, c'est
il ne faut pas simplement que un orage. En fait, pour avoir des cumuls de pluie importants en quelques heures, il faut en fait un ensemble d'orages, on s'appelle des systèmes orageux, et il faut que ce système orageux se déplace lentement, qu'il soit peu mobile, quasi stationnaire, qui va permettre donc de se régénérer au-dessus de la même région pendant plusieurs heures. Alors on va atteindre typiquement des intensités de l'ordre de 300 mm en 3 à 6 heures, voire plus de 500 mm en 24 heures pour les plus forts. Là, je vous ai mis un qui était particulièrement fort, qui était dans le Gard en septembre 2002, avec presque 700 mm enregistrés en 24 heures. Alors, la signature de ces systèmes orageux est particulière. Donc là, je vous ai pris un cas qui avait été observé pendant la SOP1 d'IMEX, donc le 26 octobre 2012. Ça, c'est la photo du système orageux vu du bateau qui faisait des mesures en mer à ce moment-là. Donc on voit en fait voilà, qu'on a plusieurs cellules qui font tout un ensemble, c'est ce qu'on appelle un système multicellulaire, donc c'est-à-dire plusieurs cumulonimbus à différents stades de vie, et dont le sommet prend une forme en V dans l'imagerie satellitaire infrarouge, si j'arrive voilà, à vous montrer le... Pardon. V, voilà. Ce type de signature indique voilà, un système qui se régénère ou qui est peu mobile. En fait, quand on regarde dessous, donc comme ici l'imagerie de radar, donc ce sont les réflectivités, ce sont les précipitations dans le nuage que l'on voit. Donc on voit, en fait, on retrouve ce système, j'arrive pas à montrer, ce système en V, et aussi on voit à l'avant, voilà, une ligne qu'on retrouve également ici. Donc un train de cellules orageuses qu'on voit qui va au cours du temps se régénérer à l'avant du système orageux avec des cellules qui se forment à l'avant et qui vont être transportées vers l'arrière du système alors qu'elles voilà, qu'elles grossissent et viennent se dissiper dans la partie de pluie plus faible, stratiforme. Alors, où est-ce qu'on a ces événements de pluie intense ? Là, vous avez une climatologie entre 1966 et 2015. Ce sont les épisodes avec plus de 200 mm. Alors, ce qu'on peut voir, hein, c'est que ce type d'épisode, en France, on le rencontre exclusivement sur le pourtour méditerranéen. Les départements les plus touchés sont ici en rouge, le Gard et l'Ardèche. En moyenne, on a un événement de pluie à plus de 200 mm une fois par an. Et puis ensuite vient derrière l'Hérault, la Haute-Corse et la Lozère, avec en moyenne un épisode de plus de 200 mm une fois tous les 1 à 2 ans. Je vais mentionner que là, vous avez la distribution géographique des épisodes de forte pluie. Là, ce coup-ci, c'est supérieur à 150 mm en 24 heures. Sur 1958-2014, c'est là où on a eu le maximum qui est pointé. Donc, on voit hein, clairement que on a ce type d'événement sur tout le pourtour méditerranéen et le littoral corse, et pas uniquement que sur le relief des Cévennes. Donc, ce qui m'amène à faire la remarque que le terme épisode cévenol n'est pas nécessairement le plus adapté et qu'on essaie de faire évoluer ça en épisode méditerranéen. Quand on dit vous allez avoir un épisode cévenol, aux gens du Var, je ne pense pas que ce soit très pertinent.
ces régions, en fait, quand on regarde, là où on a les fortes valeurs, on voit que ce sont les régions qui sont exposées au vent marin, donc en particulier les reliefs qui sont exposés au vent marin. Alors, si on regarde là, je vais vous montrer quelques épisodes marquants sur les 30 dernières années. Donc, ce sont des épisodes qui ont enregistré des dégâts importants et des pertes humaines. En général, l'essentiel des pluies est tombé en moins de 12 heures. Donc, vous avez Nîmes, octobre 88, 420 mm en 6 à 9 heures, 11 victimes. Vaison-la-Romaine, septembre 92, 300 mm en 3-4 heures, 34 victimes. Corse, novembre 93, 780 mm en 24 heures, 7 victimes. Lézignan-Corbière, 551 mm en 12 heures, 26 victimes. Gare, je l'ai déjà mentionné. Draguignan, en juin 2010, avec 460 mm en 12 à 15 heures, 25 victimes. Cannes, octobre 2015, 195 mm en 2 heures, 20 victimes. Donc, on voit que ces épisodes ont lieu principalement à l'automne, mais si on prend par exemple le cas de Draguignan, en juin 2010, on voit aussi qu'on a ce type d'événement, pas uniquement qu'à l'automne, même si voilà, sur ce graphique, on voit nettement que ce sont les mois de septembre, octobre, novembre où on a le plus d'épisodes avec plus de 250 mm en un jour. Associé à ces cumuls de précipitations importants, on a une montée des cours d'eau très rapide. En fait, si l'on regarde ce graphe où on a reporté le temps de réponse des cours d'eau en fonction de la taille des bassins versants, on voit que les bassins Cévenol, typiquement Gardon, Ardèche, Marseille, ou les bassins urbains comme Marseille, ont des temps de réponse très courts. Donc sur l'urbain, on est de l'ordre de la dizaine de minutes. Sur les bassins Cévenol, on est de l'ordre de 6 heures, c'est-à-dire qu'entre l'averse et le pic de crue, on a de l'ordre de 6 heures. Et quand on regarde le type de phénomène, de système précipitant qui amène à ces crues, on voit clairement que sur les bassins Cévenol ou méditerranéens, ce sont les systèmes orageux quasi stationnaires qui vont amener à ces réactions des cours d'eau. Les bassins plus grands, comme le Rhône, ils vont réagir avec des temps de réponse plus longs, et ce sont plutôt des systèmes frontaux qui avancent peu rapidement sur la région, qui amènent à ces crues. Et en fait, en Méditerranée, les bassins versants ont cette particularité d'être assez petits, puisque 50% de la superficie totale du bassin méditerranéen a des bassins de taille inférieure à 2000 km². Et puis ces bassins ont aussi des pentes prononcées qui amènent à ces réactions finalement très rapides. C'est un risque qui concerne toute la Méditerranée. Là, je vous ai montré essentiellement des choses qui concernaient la France, mais toute la Méditerranée est concernée. Vous avez ici
un travail qui a été récemment fait par Eric Gomm et co-auteur qui a recensé le nombre de victimes pour un peu plus de 270 événements d'inondation documentés entre 1940 et 2015. Et donc on voit qu'on a des victimes, donc des crues rapides catastrophiques sur tout le bassin méditerranéen, mais quand même plus particulièrement en Méditerranée occidentale. Alors, pourquoi ces épisodes en Méditerranée ? Il y a plusieurs facteurs qui amènent à ça. Donc, d'abord, le schéma conceptuel de base que l'on voit un peu partout, qui en fait explique ce type d'événement par la présence de la mer Méditerranée, de reliefs et de situations météorologiques favorables. En particulier, à la fin de l'été et à l'automne, on a la mer Méditerranée qui est encore chaude. Et on commence à avoir les premières descentes du nord d'air froid en altitude, donc ce qui nous amène à une certaine instabilité de l'atmosphère. En même temps, on a donc les vents marins qui, au-dessus de la mer Méditerranée, qui est encore chaude, plus chaude que l'air au-dessus, extrait de la chaleur et de la vapeur d'eau. Cet air chaud et humide est transporté vers les reliefs. Il est contraint à s'élever lorsqu'il rencontre un relief, et donc avec la formation de condensation et donc de précipitation. Avec la formation de condensation, l'instabilité se déclenche et on a la formation d'orages. Et voilà, ces fortes précipitations associées aux orages s'abattent sur des bassins versants qui sont petits et qui amènent donc ruissellement et crues. Donc ça, c'est le schéma de base, mais en fait, on a une réalité qui est bien plus complexe, qui fait intervenir des mécanismes à différentes échelles. Alors tout d'abord, il faut dire que la situation météorologique à grande échelle y est pour quelque chose. En fait, dans ces situations, on a généralement une zone de basse pression en altitude proche Atlantique qui amène à un flux en altitude de sud et aussi en basse couche, donc qui va amener à avoir ces vents de basse couche qui vont être dirigés vers les reliefs du pourtour méditerranéen, donc amener ces vents marins. Et en plus, donc, comme on l'a vu précédemment, ça rend instable la masse d'air, de l'air chaud en basse couche et de l'air plus froid en altitude. Donc ça, c'est favorable à la formation d'orages et de précipitations intenses. Et puis, en général aussi, ces situations, elles évoluent lentement, c'est-à-dire ça se déplace lentement vers l'est. Et donc ça amène à avoir des conditions favorables qui perdurent et qui favorisent la quasi-stationnarité des systèmes orageux. Donc ça, c'est ce qui permet l'accumulation de pluie au même endroit pendant plusieurs heures, si l'environnement de grande échelle évolue peu. Alors, j'ai dit, le vent marin se charge en vapeur d'eau au-dessus de la mer Méditerranée. Alors, il y a une étude qui a été faite qui a montré que l'évaporation de la mer contribuait pour moitié environ à la quantité de vapeur d'eau qui va ensuite entrer dans le système orageux. Donc ça, c'est une composante du système, mais il y a aussi de la vapeur d'eau qui est associée aux perturbations à cette zone de basse pression en altitude. Donc on a un transport d'humidité aussi depuis l'Atlantique, et puis aussi sur certaines situations, on peut avoir aussi un export d'humidité depuis les tropiques. Donc la mer Méditerranée contribue, mais aussi les zones atlantiques ou tropiques.
Un autre point aussi, c'est sûr qu'une température de la mer élevée, ça favorise l'évaporation de la mer, mais il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte, comme le vent, la vitesse de vent. Hein. Plus le vent va être fort, plus on va pouvoir extraire de la vapeur d'eau, de l'humidité de la mer Méditerranée. Le degré d'humidité de la masse d'air, c'est-à-dire que si on arrive ici avec une masse d'air qui est déjà très humide, elle ne va plus pouvoir extraire beaucoup de vapeur d'eau au-dessus de la mer Méditerranée. Et puis aussi le temps de résistance de la masse d'air là au-dessus de la mer Méditerranée. Si on a un flux très rapide, en fait, la masse d'air aura peu de temps pour se charger en humidité au-dessus de la mer Méditerranée. Par contre, si on a un flux lent, on peut avoir une charge plus importante en humidité des vents marins. Et puis, on a aussi vu, en étudiant des cas de la campagne IMEX, un rôle du Mistral et de la Tramontane. En particulier, le fait d'avoir la succession d'un épisode de Mistral, puis un épisode de vent marin. Et voilà, ici c'est un cas où on voit tout d'abord dans un premier temps le Mistral et la Tramontane qui vont produire de fortes évaporations à la surface de la mer dans le golfe du Lion, et puis cette humidité va être transportée à la périphérie de la zone de fort vent de Mistral et Tramontane. On peut même avoir des précipitations à cette périphérie. Et puis, un jour et demi après, on voit que cette humidité qui a été stockée dans le sud de la Méditerranée est transportée par les vents marins vers les côtes françaises et alimente le système orageux qui se forme sur la côte d'Azur. Donc on voit des schémas qui ne sont pas nécessairement le schéma classique auquel on s'attend. Ensuite, une fois que l'on a donc des conditions favorables, un vent marin chargé en humidité, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est il se soulève quand il rencontre le relief. Donc oui, c'est un mécanisme de formation des systèmes orageux, mais ce n'est pas le seul. Un autre mécanisme qui a été mis en évidence est le fait qu'on pouvait avoir, sous certaines conditions, une évaporation des précipitations sous la base du système nuageux. Quand on a évaporation des précipitations, on a l'air qui se refroidit. Typiquement, c'est ce que vous constatez au passage d'un orage. Hein, vous constatez une chute des températures. C'est cet effet-là. Et en venant s'étaler au sol, cet air froid constitue en quelque sorte un relief, c'est un dôme d'air froid qui va jouer le rôle de relief et soulever aussi l'air humide et instable et amener à la formation continue de cellules orageuses. Alors, ce qu'on a montré également, c'est qu'un vent marin plus lent et ou un environnement plus sec favorise la formation d'un dôme d'air froid en surface par évaporation donc des précipitations sous l'orage. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce mécanisme avait été mis en évidence sur le cas de la catastrophe du Gard en 2002, et donc a permis d'expliquer la localisation du maximum de pluie en plaine sur ce cas particulier. Le troisième mécanisme qui peut conduire aussi au déclenchement et renouvellement des cellules orageuses, c'est le soulèvement par convergence. En effet, on a un certain nombre de reliefs, de chaînes montagneuses en Méditerranée, donc les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, on a aussi les Apennins, la Corse est aussi montagneuse, et puis la péninsule ibérique aussi. Donc tout ça amène, avec ces vents marins, ces circulations en basse couche, elle va être modifiée
liés à ces montagnes, donc avec des effets de contournement et de canalisation par les montagnes et les îles. Donc on va voir ce type de contournement, encore ici. Et puis aussi, on peut avoir un effet qui est la formation associée à la zone de basse pression en altitude, à des formations de dépression dans le sillage des montagnes. Tout ça amène à des phénomènes de la convergence. Voilà, on voit les flux qui convergent, et quand on va converger, on va amener l'air à se soulever. Alors ici, un exemple tiré de la thèse de Philippe Cheffney, qui a soutenu il n'y a pas très longtemps ici au laboratoire d'aérologie, pour vous illustrer le rôle, par exemple, de la Corse. Donc c'est un cas qui est observé pendant la campagne IMEX. Donc ici, vous avez les observations de précipitations, donc avec des fortes précipitations qui ont donné lieu à des inondations sur le sud de la Corse. Là, c'est le modèle Meso-NH on voit qui reproduit assez bien la situation. Et ce qu'on voit dans le champ de vent de basse couche, c'est qu'on voit un effet de contournement avec de l'air chaud et humide en basse couche dans cette région. Et donc ça amène à la formation du système orageux dans la zone de convergence associée donc à de l'air chaud et humide et instable. Et alors Philippe, pour bien montrer le rôle de la Corse, et en particulier des montagnes corses, il a réalisé une expérience où il a enlevé, raboté, la Corse est devenue toute plate, et quand on fait ça, en fait, on voit très bien que le vent n'est plus dévié autour de la Corse, mais passe sur la Corse, et dans sa simulation, il n'y a pas de système orageux qui se forme. Donc là, c'est juste un exemple, une illustration d'un effet, mais on a en fait, en région méditerranéenne, plein d'effets comme ça, liés au relief, au contournement ou à la canalisation des flux. Ce que je voulais mentionner également, c'est que, donc là, on a identifié 3 mécanismes de soulèvement. Alors, quelquefois, on n'a que du soulèvement orographique, quelquefois, on a les deux, et quelquefois, on peut avoir également les 3 mécanismes qui sont à l'œuvre en même temps. C'est par exemple le cas, dans le cas de la catastrophe de Draguignan en 2010. Je vais maintenant parler de prévision des épisodes méditerranéens. Alors, les questions qui se posent, c'est quand est-ce qu'on va avoir un épisode méditerranéen? Combien? Où? Est-ce que ça va être sur la région de Montpellier? Est-ce que ça va être sur l'Ardèche? Est-ce que ça va être sur le Var? Après, les questions qu'on se pose, c'est aussi quelle est la vulnérabilité des régions sur lesquelles s'abattent les précipitations. Il est clair que des pluies 200 mm sur le haut des Cévennes n'auront pas les mêmes répercussions que 200 mm sur Montpellier. Et puis également les impacts. Est-ce qu'on peut mieux prévoir aussi les impacts? Alors, d'abord, pourquoi c'est si difficile que ça à prévoir les épisodes méditerranéens? Alors, d'une part, c'est lié au fait qu'on a des systèmes orageux. Et pour prévoir ça, en fait, il faut arriver à bien représenter les différents processus qui sont impliqués dans ces systèmes orageux. Alors, un système orageux, c'est typiquement une centaine de kilomètres, des échelles de temps qui vont être de l'ordre de 12 heures. Mais à l'intérieur d'un système orageux, en fait, on a des éléments de base qui constituent ce système orageux, qui sont les cumulonimbus.
Donc cumulonimbus, les échelles caractéristiques, c'est de l'ordre du kilomètre. Durée de vie, 30 minutes à 1 heure, tout au plus. À l'intérieur, au sein de ces cumulonimbus, on voit qu'on a des phénomènes, là, le phénomène chou-fleur, là, cette forme en chou-fleur, c'est lié à la turbulence au sein des cumulonimbus, qui sont avec des échelles qui sont de l'ordre du mètre et de la seconde. Et puis, on a à l'intérieur de ces nuages également, voilà, des phénomènes des processus microphysiques, donc la formation des gouttes, de la glace, de la grêle. Les échelles caractéristiques sont de l'ordre du micromètre et de 10-3 millisecondes. Donc comprenez que voilà, il y a toute cette cascade de phénomènes, processus qu'il faut représenter, et c'est complexe. Ensuite, il y a aussi de nombreux ingrédients dans l'environnement des systèmes orageux à considérer. Je vous ai montré qu'en fait, les reliefs de la Méditerranée modifiaient significativement le vent et que ces modifications du vent par les reliefs, elles sont liées aussi aux caractéristiques de l'environnement. Un vent rapide ou va être contraint, va par exemple passer au-dessus du relief, alors qu'un vent plus lent on va avoir ces effets de contournement. Je vous ai montré aussi le rôle de la température de la mer, l'humidité, on peut avoir aussi des dépressions. Et puis le dernier point qui amène aussi au fait que ces systèmes sont difficiles à prévoir avec les modèles de prévision actuels, c'est qu'en fait on a peu d'observations sur mer dans les basses couches pour contraindre les modèles de prévision météorologique, et en particulier donc toutes les lignes de convergence, la convergence que l'on peut trouver sur mer associée à la présence de ces reliefs, l'interaction de l'environnement avec ces reliefs. Et puis, donc, les systèmes orageux qui amènent la pluie sont difficiles à prévoir, mais en plus, ces pluies s'abattent sur des bassins versants qui sont de taille relativement petite. Donc là, je vous ai mis les différents bassins avec leur taille cévenole. Donc vous avez par exemple le Vidourle qui fait de l'ordre de 650 km², le Gard à peu près 2000 km², la Cèze, l'Ardèche 1900 km², et puis là je vous ai représenté de façon un peu symbolique une observation de pluies fortes. Typiquement, voilà, on a les pluies observées fortes entre le Vidourle et le bassin du Gard. Donc voilà, c'est plutôt le bassin du Gard et du Vidourle, principalement le bassin du Gard qui va réagir. Dans la prévision, ici, on a simplement déplacé de 50 km le cumul. Et là, on voit typiquement que c'est l'Ardèche qui va réagir. Donc en fait, là, on voit qu'une erreur de localisation de 50 km, c'est très peu pour un système de prévision météorologique, mais au niveau de la réponse hydrologique, on n'aura pas du tout la même chose, puisque dans un cas, c'est le Gard qui réagit, alors que dans l'autre, c'est l'Ardèche. Donc c'est aussi le fait qu'on a des erreurs de localisation de nos systèmes de prévision météorologique actuels du même ordre de grandeur que la taille caractéristique des bassins versants méditerranéens. Alors, juste pour faire un point sur les modèles de prévision que l'on a actuellement à Météo France pour la prévision de ces épisodes méditerranéens. Donc on a un modèle global qui couvre la région Europe et la France avec une maille de l'ordre de 7,5 km. C'est une maille
donc, qui fait de l'ordre de 36 km de côté en Nouvelle-Zélande. Et puis, donc ce modèle arpège fait des prévisions jusqu'à 4 jours et demi. Et à plus fine échelle, à plus courte échéance, on a le modèle AROM, donc qui couvre la France, mais aussi une bonne part des régions, des pays limitrophes, avec une maille horizontale de 1,3 km. Donc ça, ce sont les configurations prévision déterministes. Donc, dans IMEX, donc on cherche à améliorer ces modèles de prévision, donc pas que ceux de Météo France, on cherche aussi à améliorer les modèles aussi, d'autres modèles, les modèles de climat, mais en termes de prévision, donc, il y a plusieurs axes de recherche. Le premier cherche à réduire les incertitudes, donc avec des travaux qui visent à améliorer la représentation des processus physiques. Et donc les processus physiques ceux dont je vous ai montré qui étaient importants, donc la microphysique pour la turbulence, la couche limite. Il y a un autre axe qui vise à améliorer l'assimilation des observations pour avoir des conditions initiales plus précises, donc essayer d'assimiler plus d'observations sur mer ou des pays limitrophes, ou également assimiler des nouvelles observations, en particulier dans les zones précipitantes. Et puis le dernier point aussi concerne donc l'augmentation de la résolution des modèles. Voilà, est-ce qu'en augmentant la maille à 500 mètres, par exemple, on a des meilleures prévisions. Donc là, je vous montre un seul exemple. À chaque fois, je ne montrerai qu'un seul exemple parmi bien d'autres possibles de travaux. Donc là, ça concerne l'amélioration des conditions initiales. Donc, dans ces travaux, on cherchait à assimiler et regarder l'impact d'assimiler les radars espagnols qui ne sont pas assimilés actuellement dans la version AROM opérationnelle parce que pas accessible en temps réel pour le moment. Et donc là, on voit l'impact d'avoir assimilé ces 12 radars espagnols en plus sur la prévision AROM. Donc ici, ce sont les réflectivités, donc les précipitations à un instant donné fournies par les observations. Ici, c'est la version opérationnelle, donc ça sans assimilation des radars espagnols, et ici avec assimilation des radars espagnols. Donc on voit clairement une amélioration de la localisation du système orageux en assimilant ces radars espagnols. Deuxième axe de recherche, on cherche à les réduire, mais on cherche aussi à les quantifier, ces incertitudes, tout au long de la chaîne de prévision hydrométéorologique, à l'aide de techniques de prévision d'ensemble. Ces techniques de prévision d'ensemble, ça permet de tenir compte des différentes erreurs, donc des erreurs de modélisation, des erreurs dans les conditions initiales et des erreurs dans les conditions de forçage. Là, en particulier, vous avez l'illustration pour la prévision d'ensemble AROM, donc qui a été évalué et développé dans le contexte du programme IMEX pour justement regarder l'apport pour la prévision des épisodes méditerranéens. Alors, j'expliquais un peu ce que c'est la prévision d'ensemble, là, en l'illustrant sur la prévision d'ensemble AROM. Donc, la prévision AROM déterministe, en fait, c'est une simulation du modèle atmosphérique AROM à partir d'une description de l'atmosphère au début de la simulation, qui est contrainte au bord du domaine par la prévision déterministe du modèle global arpège. Et ce qu'on fait avec la prévision d'ensemble AROM, c'est qu'on perturbe la prévision de manière à modéliser les principales sources d'erreurs. Et donc, on va avoir 12 simulations. Donc là, on avait un champ de précipitation prévu. Ici, on en a 12. Donc, ces 12 simulations du modèle AROM, en fait, ils sont obtenus avec des configurations légèrement différentes du modèle, à partir d'un ensemble de 12 descriptions de l'atmosphère au début de la simulation,
et contrainte au bord du domaine par un ensemble de prévisions du modèle global arpège. Donc on a 12 aussi prévisions différentes du modèle arpège au bord du domaine. Donc voilà, ça c'est un système qui permet voilà, d'essayer de quantifier les erreurs de la prévision du modèle. Par exemple, si on a tous les champs de précipitation qui indiquent la même quantité, la même localisation, on va être plus confiant dans la prévision du modèle. Par contre, si on a des simulations qui ne prévoient pas du tout de précipitation, d'autres qui en prévoient beaucoup, idem pour la localisation, on va accorder moins de confiance à la prévision du modèle à Rome. Voilà. Donc ce système est en phase actuellement de tests préopérationnels à Météo France. Et le dernier axe de recherche concerne la meilleure... On cherche à avoir une meilleure connaissance de la vulnérabilité pour mieux prévoir les impacts et aussi une meilleure connaissance de la capacité d'adaptation des populations et territoires pour mieux alerter et prévenir. Donc là, je vous ai mis un exemple d'utilisation en fait d'exploitation des enquêtes hydrologiques et sociologiques que l'on fait après les événements majeurs. Donc là, c'était le cas de Draguignan de juin 2010. Donc les équipes d'hydrologues et de sociologues, géographes, sont allées sur les terrains et ont fait des enquêtes. Donc d'abord du point de vue hydrologique, avec récupérer les laisses de crues, interroger, faire des interviews de témoins pour savoir jusqu'où l'eau est montée. Et à partir de ces observations et de modèles, on arrive à obtenir des estimations de mesures de débit en de nombreux points, alors qu'avec les mesures opérationnelles, on va avoir que quelques points. Ici, on arrive à bien décrire les débits. Et puis également, on voit là, c'est une analyse fine des précipitations qui est faite. Donc on a, avec ces données, on obtient donc l'amplitude et la chronologie détaillée des pluies et des pics de crue. Ensuite, on croise ça avec des enquêtes sociaux. Et on croise en particulier avec la chronologie des activités et des comportements des citoyens. Et donc ici, vous avez un résumé, donc c'est tiré du travail d'Isabelle Roin et co-auteur, des enquêtes qui ont été réalisées. Donc, en fait, ici, vous avez donc, la chronologie des précipitations. Ici, vous avez les pics de crue pour les différents, quand est-ce que le cours d'eau est passé en crue, donc pour les différents cours d'eau. Et puis là, vous voyez différents types d'activités. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est qu'on va passer d'une activité du quotidien à une activité qui est « je me mets en sécurité ». On voit, c'est pas quand on a les précipitations, c'est vraiment, en fait, quand on a le premier débordement qu'on a ce changement de comportement. On avait une vigilance orange depuis 6 heures du matin, et que ça ne change pas grand-chose sur le comportement des citoyens. Et ce qu'on voit là, en regardant finement, c'est qu'il y a vraiment une difficulté à passer d'une activité quotidienne à des actions de mise en sécurité. Et on met en évidence des facteurs qui influent sur la capacité des personnes à reconnaître une situation dangereuse dans l'environnement, les signaux qui disent « oh là, ça devient critique, il faut que j'arrête de conduire ma voiture, il faut que je sorte ». Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça dépend du timing, ça c'est clair. Si ça se passe en pleine nuit ou si ça se passe à 8 heures du matin, ce n'est pas du tout la même chose. Ça dépend bien sûr de la sévérité, si c'est vraiment exceptionnel, là, voilà. Et puis, ça dépend aussi
si la personne a déjà vécu une situation passée. C'est-à-dire si elle sait qu'en fait, il faut ce type de situation, ça peut amener très rapidement à une catastrophe. On va avoir des comportements, voilà, oui, moi je me mets à l'abri, je me mets en sécurité, même si c'est pas, ça va peut-être rien donner. Voilà. Et puis voilà, la difficulté à passer d'une activité quotidienne à des actions de mise en sécurité. On voit aussi très bien, voilà, entre voilà, les gens qui sont dans leur activité quotidienne, voilà, il faut que j'aille chercher mes enfants, il faut que j'ai un rendez-vous important. Voilà, on va avoir énormément de mal à capter les signaux dans l'environnement qui indiquent qu'on on est en danger. Voilà, donc je finirai par ça. Je voulais juste mentionner que c'est qu'un extrait de l'ensemble des recherches conduites au sein du programme IMEX, qui a plus de choses sur le site IMEX. Et en particulier, voilà, il y a des choses qui se font sur la formation d'eau dense et la circulation océanique, sur les cyclogénèses méditerranéennes, sur les sécheresses, et sur aussi voilà, le cycle de l'eau et les énergies renouvelables. Voilà. Merci de votre attention.